Yo, mbote na yo yo moto zana boyebi yango na ye poyo kabelanga luba. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore une fois de plus pour votre fidélité au programme de la télé républicaine. Merci pour votre fidélité à ces rendez-vous sacrés de la littérature, à ces rendez-vous de férus de belles lettres. Comme d'habitude, nous ne le dirons jamais assez que la littérature est la miroir d'un peuple. Nous ne pouvons pas reconnaître les valeurs ou les mérites d'une nation sans pour autant avoir une littérature pour avoir des repères pour cette nation. Ce soir, une fois de plus, nous revenons comme ça avec cette catégorie de deux auteurs. Un jeune, comme nous le recevons il y a 2 semaines de cela, un jeune inventeur. Ce soir, nous recevons un jeune chercheur. Il s'agit bel et bien de M. Guelor Mbombo Moussaou, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, M. Guelor Mbombo Moussaou, pour votre venue ici à Télé 7 dans le cadre de cette émission Pensée congolaise. Et nous signalons que vous venez de publier 2 ouvrages des hautes portées scientifiques, ce qui nous permet de vous recevoir sur ce plateau pour la promotion de ces ouvrages, intitulés « Droit congolais des hydrocarbures de lacs internationaux, enjeux et stratégies de la politique congolaise dans la gestion du gaz méthane du lac Kivu », que voici. Ça, c'est le tout premier tome. Et le deuxième tome, c'est le droit congolais des hydrocarbures internationaux de lacs internationaux, tome 2, effort d'adaptation juridique congolaise face à la variabilité des régimes de gestion du pétrole du lac Albert. 2 ouvrages aussi bien volumineux, puisque le premier a 226 pages, le deuxième n'en a que 191. Mais vous êtes jeune, très jeune même, on dirait, parce que nous venons de voir l'âge que vous avez, mais au sortir de vos études universitaires, du coup, vous vous lancez comme ça dans un domaine qui n'est pas beaucoup exploité, les hydrocarbures. Monsieur Guelor, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces domaines? Merci, monsieur Charlie. Je remercie d'abord l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui à passer sur cette émission. Je remercie toute l'équipe qui nous reçoit aujourd'hui. La motivation, elle est simple. Elle a été pour nous une impulsion de formuler de nouvelles recherches. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu qu'aujourd'hui, la plupart des chercheurs ne font que continuer ou ne font que penser sur des choses faciles, sur des choses normales. Pourquoi? Parce que vous remarquez même au niveau des universités, les étudiants n'aiment pas trouver des sujets très difficiles. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ils n'auront pas trop de livres, ils n'auront pas des idées et ils n'auront pas quelque chose à présenter. C'est ce qui nous a motivés quand nous étions étudiants, parce que les ouvrages ici sont les fruits de nos recherches qui ont commencé depuis l'université. Et à la sortie de l'université, nous avons pu avoir certaines opportunités qui nous ont permis certains courage, qui nous a permis aujourd'hui à matérialiser notre projet commencé depuis l'université. J'aimerais rappeler que ce n'est pas la première fois que vous publiez un ouvrage. C'est déjà une 3e fois, parce que vous avez commencé comme ça déjà avec votre travail de fin de cycle qui a été publié toujours aux mêmes éditions, les éditions universitaires européennes qui sont établies, qui ont leur siège en Allemagne. Et quand vous terminez vos études, toujours le droit public international, vous vous lancez comme ça dans ce domaine, vous donnez ce courage-là d'aller dans un domaine quasiment inexploité, où bon nombre de jeunes doutent, même de grandes personnes ont du recul par rapport à cette matière-là. Mais vous dites non, je vais y aller. Mais vous faites des fleurs ici à votre encadreur, le professeur Jean-Lucien Kitima, qui vous a poussé à y aller dans ces domaines. Mais aussi, on remarque qu'avec le 2e tome, vous avez été préfacé par le député honoraire Jean Bamanissa, qui aujourd'hui est gouverneur de la province orientale. Quelles sont vos relations avec lui? Merci pour cette question. Vous avez bien soulevé que ce n'est pas ma première publication.
En fait, en 2009, déjà, j'avais fait ma première publication. C'était sur la politique extérieure de la RDC en Afrique des Grands Lacs. Cette étude, les autres qui m'ont suivi déjà à la télé le présentaient, avait porté sur l'analyse spécifique de la diplomatie congolaise en Afrique des Grands Lacs. La problématique actuelle, c'était la problématique des conflits que nous avons déjà analysée en 2009. Et vous voyez que les analyses que nous avions portées en 2009 sont matérialisées par rapport aux enjeux que nous voyons aujourd'hui avec la guerre de l'Est. On n'en vient pas là parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des droits des hydrocarbures, des lacs internationaux. En fait, les recherches que nous avions fini par cette publication ont été les fruits des décisions. Je commence d'abord par les rappeler pour montrer les intérêts qui ont fait en sorte que les ouvrages ici soient préfacés et portés à haute main par des grandes personnes de ces pays. En fait, c'était une fusion de deux branches. La branche de droit des hydrocarbures et la branche des droits des lacs internationaux. En fait, cette passion, parce que c'est d'abord une passion pour moi, de comprendre les enjeux scientifiques et de comprendre les enjeux liés à la compréhension de la politique nationale que l'État congolais met en matière des hydrocarbures. Alors, j'ai commencé les recherches à l'université, comme je vous ai rappelé, par le professeur Kitima. C'est lui qui a été mon mentor au niveau de l'université. C'est lui qui m'a encouragé à faire au-delà de ce que les autres devaient faire. C'est lui qui m'a soutenu et c'est lui qui m'a cadré les ongles de mes recherches. Et quand j'ai fini l'élaboration de mon travail, on a travaillé avec lui, on a travaillé d'arrache-pied, et à la fin de la licence, au sorti de l'université protestante au Congo, c'est alors que je vais me faire d'amitié avec les très respectueux excellence gouverneur aujourd'hui de la province orientale qui m'a beaucoup soutenu parce que c'était pas facile pour moi, jeune étudiant, apporter un projet de recherche et de publication, c'était pas facile de trouver quelqu'un qui devrait vous donner un coup de pouce. Coup de pouce, c'est pas seulement le coup de pouce financier, parce que tout le monde peut en disposer, mais le coup de pouce des soutiens moral, physique et apport même scientifique, parce qu'il m'a aidé à comprendre beaucoup d'enjeux qui se faisaient à cette époque au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'il a été député. Alors, il m'a compris. Il a compris les soucis que j'avais et il m'a accompagné jusqu'à ce qu'il a accepté de préfacer ces deuxièmes livres. Aujourd'hui, les gens disent, mais qu'est-ce qui a motivé et qu'est-ce qui lui a motivé, qu'est-ce que lui il a comme connaissance dans ce domaine? Moi, je réponds tout simplement, c'est un vaillant militant qui a combattu l'exploitation illégale, qui a combattu la distribution inappropriée des droits minés pour hydrocarbures à des sociétés mal reconnues, et il a été auteur de plusieurs interpellations au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui m'a motivé à lui approcher et savoir quelles informations je devais avoir de lui. Très intéressant, nous comprenons le lien qui vous réunissent, vous deux, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup dans ces pays de messieurs comme ça qui acceptent de prendre de jeunes gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de liens familiaux, mais comme ça parce que le jeune homme a de la vision, a des ambitions et il les prend, il encadre. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur le Gouverneur, et Fier Chandel à vous. Donc voilà, aujourd'hui nous avons ce jeune homme qui est chercheur en matière d'hydrocarbures. Vous parlez au premier tome de gaz méthane, que l'on retrouve dans le lac Kivu. Évidemment, nous sommes dans une émission littéraire, le livre, il est là. Mais du moins, je sais très bien qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent et qui seront bien sûr étonnés. C'est, je me dis, la première fois de pouvoir entendre parler du gaz méthane. Monsieur Guelor, lapidairement, qu'est-ce que le gaz méthane et pourquoi l'intérêt sur ces gaz méthane que l'on retrouve au fond du lac Kivu? Merci, monsieur Charali. À ceux qui nous suivent à la maison, c'est d'une manière lapidaire, comme vous l'avez dit, parce que c'est les ingénieurs ou les chimistes pourront bien nous donner les composantes du évidemment, évidemment. Vous nous le dites lapidairement, laconiquement. En fait, les gaz méthane, c'est quoi? C'est un gaz qui s'enferme dans des situations ou dans des endroits humides. Et quand ça s'enferme dans des situations humides,
En fait, c'est la composante du carbone, des hydrogènes, qui forment ce qu'on est un corps solide au fond. Parce qu'on parle de gaz, mais au fond, c'est d'abord solide. Oui. Même si on reconnaît que les hydrocarbures sont encore l'hydrocarbure liquide et l'hydrocarbure solide. Oui. Alors, vous avez les enjeux d'abord qui sont liés par rapport à ces gaz-là. Les gaz méthane, c'est une ressource naturelle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir les composantes thermiques, ce qu'on appelle la chaleur. Oui. Ici, en Europe aujourd'hui, vous verrez que la Russie, sa puissance, c'est parce qu'il distribue, il met en Europe la grande quantité de gaz qui permet que lorsqu'il y a l'état où il fait trop froid, les maisons sont réchauffées par les gaz. Vous avez la production de l'électricité par les gaz. Et vous avez beaucoup d'enjeux qui sont liés par rapport à ces gaz-là. Vous remarquerez que dans les enjeux que j'ai fait allusion dans le tome 1, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, il y a aussi des enjeux géopolitiques. Et d'abord, les enjeux économiques sont lesquels? Vous allez vous rendre compte que depuis plusieurs années, on a remarqué que les hydrocarbures ou les gaz, même le pétrole, faisaient ravitailler les États dans leur défense ou dans leur situation militaire. Ce qui avait fait en sorte que lorsqu'on retrouvait dans un espace existence de ressources matérielles comme le gaz ou le pétrole, les États mettaient beaucoup d'enjeux, et même des enjeux illégaux, des enjeux illégaux, où ils devaient exploiter ces ressources pour permettre en ce qu'ils ravitaillent les enjeux militaires. Vous allez voir aussi que les manques de volonté, en fait, tout ce qui était autour de ça, c'était quoi? C'est qu'il n'y avait pas de bonnes politiques ou de bonne gestion au sein de chaque État qui devrait encadrer et bien matérialiser les projets qu'ils avaient en matière des hydrocarbures. Oui, nous sommes dans le lac internationaux. Évidemment, le lac Kivu se situe en frontière entre la RDC et la République rwandaise. Mais évidemment, on constate que l'intérêt porté à ces gaz que l'on retrouve au fin fond de ce lac Kivu par le gouvernement congolais ou par la République congolaise, la RDC, on le constate à peine même. Donc il n'y a pas très récemment ici que le gouvernement a pris l'ambition maintenant de pouvoir aller vers l'exploitation de ces gaz méthane et a compris les enjeux qui en découlent. Évidemment avec le nouveau ministre Crispin Atama. Mais vous le dites ici dans ce livre aussi, c'est que nous avons tous constaté bien avant, à la page 120, que la découverte du gaz méthane sur le lac Kivu a ouvert toute la perspective d'exploiter une forme et source d'énergie alternative, moins chère, qui offrira la possibilité de rompre avec cette dépendance excessive traditionnelle à l'égard de la biomasse, en tant que source principale d'énergie pour la majorité des habitants de la région des Grands Lacs. Mais la question que je vais vous poser est celle qui vient au paragraphe suivant. À ce jour, il est prouvé que seul le Rwanda qui dispose des projets d'exploitation du gaz méthane et de l'utiliser pour la production d'électricité. Mais qu'est-ce qui fait que la RDC soit toujours en retard par rapport aux grandes aventures? Nous n'avons pas d'experts qui sont intéressés, qui connaissaient auparavant ces gaz et qui savaient les enjeux qui y sont liés pour y aller vite à son exploitation. Pourquoi est-ce que le Rwanda nous a dévancés de si longtemps? Merci pour cette question. Moi, je crois même que c'est la question fondamentale qui m'avait motivé à mener ces études. Vous parlez, maintenant là, vous parlez du Rwanda, mais vous remarquez que dans les tomes 2, vous revenez avec la même question, vous reviendrez peut-être avec la même Tout à fait. On va souligner aux téléspectateurs que les deux tomes vont vraiment de pair. Le premier tome, c'est RDC Rwanda, avec le gaz méthane. Deuxième tome, c'est RDC Ouganda, avec le lac Albert, le pétrole qui est en dessous. Voilà, je disais que c'était une question fondamentale. Pourquoi c'est une question fondamentale? Parce que c'est une historique qui part depuis les colonisations. Dans les périodes de colonisation en Afrique des Grands Lacs, en RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, il y avait un problème. Le problème était lequel? C'est que lorsque les rois Léopold II envoyaient des spécialistes en géographie, histoire, en géologie, pour savoir quelle potentialité la République ou les pays
des Grands Lacs pouvaient disposer pour permettre en ce qui est exploitation. Alors on avait remarqué qu'il y avait existence du pétrole, du gaz et des mines solides et même de potentialité des terres arables pour l'exploitation agricole. Alors il y a eu une observation ou un fait qui a été décelé, c'est-à-dire que dans toutes ces ressources naturelles, on a pu se remarquer que les enjeux étaient plus liés à l'exploitation agricole qu'à l'exploitation des mines solides ou même des hydrocarbures. Oui. Alors, après on s'est rendu compte, parce que vous allez voir que la découverte ou des enjeux par rapport au gaz méthane d'Ila-Kivu n'a été observée qu'en 1919. À cette époque-là, déjà en 1908, la RDC a été cédée déjà à la Belgique. Donc en 1919, on a découvert que des grandes potentialités sont fermées dans les gaz méthane, dans les lacs Kivu. Et il fallait une exploitation. Et cette exploitation devait se faire comment? Il devait avoir des mécanismes parce que à cette période-là, la gestion était commune entre la RDC, l'Ouganda et la RDC et le Rwanda aussi. Alors il fallait qu'il y ait des possibilités d'exploitation. Ce n'étaient pas des enjeux importants à cette époque-là pour les rois belges. Ce n'étaient pas des enjeux économiques très influençants. Pourquoi à cette période-là, c'était encore le bois qui était, des charbons qui avaient plus d'ampleur dans les bateaux, ceci. Et on ne rendait pas compte de l'exploitation ou même de la capacité du pétrole ou du gaz méthane. Alors, on a vu que à cette période-là, lorsqu'il y a eu décolonisation, lorsqu'il y a eu indépendance des États, les Rwandais, se renfermant dans les archives des découvertes qui ont été faites sur son territoire et de la frontière avec la RDC, a plus vu qu'il fallait s'investir parce qu'il n'avait pas que des ressources naturelles dans son territoire. Il fallait s'investir dans les recherches pour savoir comment est-ce qu'il devait exploiter les gaz méthane qui se trouvaient dans les lacs. Et c'est à cette période-là qu'il s'est vu beaucoup de projets au Rwanda et le projet qui a été déposé à la Banque mondiale, aux différents barrières de fonds, qui ont financé les recherches solides qui a permis à ce que les investisseurs aient des données fiables pour pouvoir savoir orienter les investissements. Chose qui n'a pas été faite en République démocratique du Congo. Malheureusement alors, mais heureusement maintenant parce que on a déjà pris des contacts et d'ailleurs nous avons appris que le gouvernement russe est déterminé à venir apporter son soutien au gouvernement congolais pour l'exploitation de ce gaz méthane. Mais aussi, vous le dites en page 184 que parmi les différents enjeux, il y a l'enjeu lié à l'exploitation du gaz méthane qui ferait en sorte que la RDC soit une puissance régionale. En fait, c'est dans la troisième phase des enjeux que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a les enjeux géopolitiques. Oui, dans la géopolitique, c'est la gestion des espaces par les pouvoirs ou les puissances qui influencent leurs comportements ou influencent leurs actions. Vous avez aujourd'hui en Afrique des Grands Lacs, il y a des enjeux très importants dans la géopolitique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel État qui sera à mesure de donner une impulsion à la gestion ou à la maîtrise des ressources naturelles. Quel État serait à mesure de sécuriser ces exploitations? Quel État serait à mesure d'avoir plus d'investissements et de canaliser les recettes de l'exploitation pour son développement? Alors, ces enjeux, vous remarquerez que la plupart des projets n'ont pas d'impulsion directe, étatique directe. Ça veut dire qu'un seul État n'est pas à mesure de produire un seul projet susceptible d'être influencé et proposer un comportement par rapport à tous les autres États. Voilà pourquoi, au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ils ont adopté plusieurs projets. Plusieurs projets ont été adoptés pour permettre en ce que la compréhension et la maîtrise des enjeux géopolitiques soient canalisés par la globalité des membres qui forment cette composante. La puissance régionale est liée à une forte diplomatie. Est-ce que vous pensez qu'actuellement la RDC est à même? Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui on déplore la situation de Kampala. On déplore pourquoi? Parce que les groupes de M23 ont réclamé qu'ils n'avaient pas de garantie dans l'exécution des engagements
par la République démocratique du Congo. Oui. Il y a d'abord, il y a manque de confiance, de respect du pacte sunt servanda en droit international que les autres reconnaissent. Lorsqu'un État n'a pas de garantie des exécutions de bonne foi, des engagements qu'il prend au niveau national ou au niveau international, il y a déjà crise de diplomatie. Alors, on ne doit pas comprendre cet état des choses lorsqu'on sait, c'est dit, un grand État. Un État au centre d'impulsion et un État à position géostratégique lorsqu'on a cette crise de diplomatie. Et je n'aime pas en revenir, pourquoi? Parce que lorsqu'on lira déjà ma première publication, c'est ce qui a beaucoup détaillé, a donné plus d'informations par rapport à l'historique même de la politique étrangère congolaise depuis les indépendances jusqu'à nos jours aujourd'hui. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on y revienne parce que vous êtes quand même, pas aller trop loin, mais vous êtes quand même, vous avez une écriture assez sèche par rapport à la diplomatie congolaise. Ici, je vous lis à la page 206, vous dites que vous allez l'amble avec les analyses du professeur Bioya. Remarquons que la RDC demeure un pays à mal des politiques étrangères et elle ne peut avoir des ambitions internationales. Plus bas, vous dites encore ceci, d'un strict point de vue géopolitique et géostratégique, la RDC est dans toutes ses relations internationales une petite nation qui n'a pas de volonté propre et qui fait la volonté des autres et les accompagne. Monsieur Guélor. En fait, vous comprendrez, c'est en fait un morceau que vous avez tiré. Oui, oui. Mais lorsque vous prenez les débuts et même la fin, parce que vous n'avez pas fini, vous allez voir que j'ai commencé par donner le point de vue, parce que ce point de vue-là a été très important pour moi. Lorsque j'ai attendu mon cycle de licence, en deuxième licence à l'IPC, le professeur Bioya m'apprendre les théories des relations internationales, en étant que juriste publiciste, j'ai compris l'essence lorsqu'il m'a dit la force nationale et les composantes de la force nationale. Et on a remarqué que dans la force nationale, il y avait l'aspect de la diplomatie. Aspect de la diplomatie qui apporte des solutions aux problèmes sociaux. Et lorsqu'il y a crise, il n'y a pas, imaginez lorsque vous faites une sommation en mathématiques et qu'on vous dit pour avoir delta, il faut faire certaines formules mathématiques que les mathématiciens pourront bien nous dire. Oui. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'un élément manque, il n'y aura pas une bonne solution ou une bonne sommation qui sera donnée. Oui. C'est la même chose pour la diplomatie. Lorsque dans la masse critique ou la masse économique ou même la volonté ou même la bonne diplomatie fait défaut, nous n'aurons pas une force nationale capable de donner une impulsion et savoir s'imposer dans les décisions qui doivent être prises. Et vous allez voir aujourd'hui, la RDC, c'est vrai, moi je l'ai écrit parce que j'étais d'accord avec ce point de vue. La RDC, lorsqu'il est membre dans une organisation économique, régionale ou sous-régionale, dans une organisation internationale, n'est pas en mesure de donner un point de vue que les autres devaient prendre. On a vu à Copenhague, la position de la RDC, c'était pas une position autonome, c'était une position qui accompagnait la décision qui a été prise au niveau de la CEAC. On a vu avec les bassins du Congo, avec l'organisation Ubangi, Sanga et Chari, vous allez voir que la plupart des décisions qui sont prises, ce sont des décisions que la RDC accompagne les autres et elle-même ne donne pas une force d'impulsion que les autres devaient s'adhérer pour prendre une bonne mesure. Oui, oui, évidemment, ça c'est une lecture faite par un chercheur que vous êtes, que je pense bien va rejoindre différentes analyses de bon nombre de chercheurs aussi en ce moment. Mais voilà, j'aimerais que nous revenions un peu sur l'exploitation de ces gaz méthane avec le retard qu'a connu la RDC. Je me dis, est-ce que parmi différentes causes de ces retards, n'y aurait-il pas cette crainte-là, cette crainte liée au risque? Parce qu'il y a quand même des risques aussi liés à l'exploitation du gaz méthane. C'est un gaz, mais aussi si vous l'exploitez mal, il y a beaucoup de risques qui peuvent en découler, notamment aussi des éruptions limniques, par exemple, et qui peuvent comme ça causer des hécatombes, tuer une multitude de gens. On dit que ça peut aller au-delà même de ce que nous avons connu avec le tsunami asiatique.
est-ce que ce n'est pas aussi cette crainte-là qui a fait que nos experts puissent prendre un peu du recul pour ne pas vite aller en besogne à l'exploitation de ces gaz méthane? Non, en fait, c'est exactement ce qui s'est fait. Vous allez vous rendre compte que l'exemple, un autre exemple, il a été donné pour le cas qui s'est produit au Cameroun, avec l'éruption sismique qui a été si basse de gaz méthane. Donc, on sait se rendre compte de ces faits et on s'est dit, c'est même les dangers des non-exploitations plutôt. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a concentration, forte concentration, et lorsqu'il y a forte concentration qui n'a pas de support de gestion scientifique ou géologique bien déterminé, oui, il y a cette impulsion qui fait en sorte qu'il y ait, comme le cas que vous avez bien défini tout à l'heure. Donc, c'est en fait la politique congolaise aujourd'hui axée dans l'exploitation, c'est juste pour éviter qu'il y ait des cas pareils. Il faut commencer à voir dans quelle mesure on pourrait être à mesure d'éviter parce qu'il y aura des millions de morts, qu'on a dit, plus de 10 millions de morts qu'il y aura lorsqu'il y aura éruption sismique en matière de gaz méthane de la Kivu qui est encore enfermé avec des couches très solides. Oui, nous avons beaucoup à dire avec ces premiers tomes et c'est pratiquement la même question, hein, comme je le disais tantôt au début de cette émission, pour le deuxième tome que vous intitulez « Droit congolais des hydrocarbures de lacs internationaux », tome 2, « Effort d'adaptation juridique congolaise face à la variabilité des régimes de gestion du pétrole du lac Albert ». Mais avec ceci, vous dites aussi à la page 98 que l'exploitation du pétrole est pauvreté en Afrique. En deux mots, juste en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Le pétrodollar qui continue comme ça de faire sombrer l'Afrique dans la pauvreté. En tout cas, lapidairement, puisque nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, vous allez comprendre que les mêmes enjeux liés à l'exploitation du gaz méthane, sont peut-être les mêmes enjeux aussi liés à la question du pétrole. Mais moi, je me dis aujourd'hui, la pauvreté en Afrique, tout le monde l'a connu. On dit aujourd'hui, plusieurs rapports ont donné, la Banque mondiale a exploité, le Fonds monétaire international, beaucoup de sociétés internationales ont pu voir dans les analyses comment la pauvreté demeure en Afrique, étant donné qu'il y a exploitation du pétrole par les Occidentaux. Monsieur Guelor Moussaou, vos projets d'avenir après ces publications? Je suis actuellement dans une nouvelle phase de recherche. Je suis en train de mener des recherches pour savoir les nouvelles réformes qui se font aujourd'hui dans les conventions pétrolières en Afrique, et surtout en Afrique centrale. C'est une publication qui est projetée pour avril ou mai de l'année prochaine. Je suis actuellement en train de formaliser, parce que ceux qui me suivent à la maison se demandera peut-être où est-ce qu'ils pourront être à mesure de comprendre ce que j'ai fait réellement. Alors, j'ai tout un cabinet online, chose qui permet de se rapprocher avec les commentaires des autres chercheurs, les commentaires des autres lecteurs qui sont en train de comprendre ce que nous faisons et des informations que nous disponibilisons en matière des hydrocarbures. Le livre, on peut le retrouver où en ce moment? Il est à vente? Il est en vente. Actuellement, ça ne coûte pas cher. Il est en vente. Aujourd'hui, c'est $90 pour chaque tome. Donc, les deux tomes, si vous voulez l'avoir, c'est à $180. On les retrouve à Chanik, Colonel Monjiba. Oui. Dans mon bureau, il y a un lot que nous avons disponibilisé de vente là-bas. Chanik Éléphant, Colonel Monjiba, voilà. Les coordonnées sont prises. Un dernier mot? Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour qu'on puisse expliquer les contextes liés à l'exploitation de nos ressources aujourd'hui, pétrole et gaz méthane en Afrique, avec les États qui nous font toujours beaucoup de mal et nous compatissons. En fait, les publications ici sont pour nous les moyens de témoigner notre attachement aux valeurs civiques congolaises, notre attachement à la solidarité nationale et notre attachement à ceux qui sont tués parce qu'ils défendaient les intérêts du pétrole ou du gaz méthane. Merci beaucoup, M. Guelor Mbombo Moussaou. Nous rappelons que nous vous recevons aujourd'hui pour le cadre de vos deux ouvrages publiés récemment, intitulés « Droit congolais des hydrocarbures de lacs internationaux », tome 1 et tome 2. Le tome 1 parle du gaz méthane dans le lac Kivu. Le tome 2
du pétrole dans le lac Albert. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que nous vous recevons encore la prochaine fois et avec le même plaisir d'ailleurs. Quant à vous, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Nous prenons rendez-vous pour le jeudi prochain, toujours à la même heure. Pour ceux qui veulent nous contacter pour venir aussi à cette émission avec leurs ouvrages, vous êtes auteur, écrivain, poète, chercheur dans n'importe quel domaine, toutes vos publications, et que vous voulez aussi faire comme M. Guélor Mbomou-Saou, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de vos petits écrans et nous écrire aussi, si possible, au courriel, toujours affiché au bas de vos petits écrans. Et nous vous recevons avec les mêmes plaisirs, comme on l'a fait avec M. Guélor Mbomou-Saou. Et tout cela sera toujours pour la promotion de la littérature congolaise. On s'est dit au revoir et on se revoit le jeudi prochain à la même heure, toujours sur la même chaîne. Merci et à la prochaine. Botenayo, Botenayo, Yomotozana boyebi, yango naye, poyo kabelanga luba.